Grande nouvelle secousse dans le nord du pays. Le tremblement de terre de jeudi a fait au moins 50 000 morts et 200 000 blessés. Les Champs-Élysées transformés en vastes champs de blé, initiative des jeunes agriculteurs du CNJA, récolte prévue à 20h30. Enfin mondialais, la grande surprise ce soir, l'Argentine vient de battre le Brésil 1-0 à 21h, deuxième duel retransmis sur la 3 en direct, le match RFA Pays-Bas. Et puis Barcelone en direct pour une édition spéciale du 19-20, prélude à la grande nuit catalane que vous propose ce soir FR3. Barcelone qui a pour ambition de redevenir 6 siècles plus tard le phare économique et culturel de l'Europe du Sud. Bonsoir, pour réaliser cette ambition, Barcelone a obtenu l'organisation de l'événement sportivo-médiatico le plus important du monde, les Jeux Olympiques qui se dérouleront dans 2 ans. Derrière cette colline là-bas, à Montjuïc, l'enjeu est considérable pour Barcelone, la ville qui ressemble aujourd'hui à un gigantesque chantier. Reportage de Véronique Gorel et de Christophe Hérault. Un avant-goût des Jeux Olympiques? Non. Ici comme ailleurs, en ce mois de juin, c'est le mondial qui fait vibrer les Barcelonais. Bien sûr, dès maintenant, les Jeux Olympiques, c'est aussi des vibrations, mais pas du tout les mêmes. Ça, c'est l'image parfaite de Barcelone à ce moment, à 2 ans de jeu. Du bruit et de la nuisance. Discipline pré-olympique, le marteau-piqueur fait ici fureur. Ne résiste aux bulldozers que les murs de grue qui barrent l'horizon. Barcelone est un immense chantier, le plus grand chantier d'Europe. Les travaux de construction de la seule ville olympique s'étendent sur 130 hectares. La capitale catalane s'enlaidit pour se faire belle. Une véritable révolution urbaine qui atteint jusqu'au rivage. Depuis toujours, Barcelone n'offrait que le dos à la Méditerranée. Elle aura désormais les pieds dans l'eau. 5 km de plage sont en cours d'aménagement au bord d'un village olympique où seront accueillis 15 000 athlètes. Après les Jeux, il deviendra quartier résidentiel. Ce qu'on appelait le Poblenou, vaste quartier d'usine, à l'abandon depuis la guerre civile, change de visage, change de rivage. En fait, ce qui nous a guidés dans la conception de toutes les installations, c'est qu'elles puissent être utilisées après les Jeux Olympiques. Barcelone, capitale olympique, se pose en championne. Ses équipements sportifs n'épuisent pas toute sa frénésie de construction. Comme si les Jeux n'étaient qu'un prétexte, et c'est toute la ville qui se rénove. On devait faire quelque chose pour les Jeux Olympiques, mais on a fait exactement les choses qu'on avait besoin de les faire, même sans les Jeux Olympiques. Par exemple, le problème de la communication de la ville avec la mer, le problème de la liaison de la ville avec la montagne, le problème des grandes communications métropolitaines, et même la réhabilitation de quelques quartiers qui étaient un peu dégradés ces dernières années. Réhabiliter, restaurer, ravaler, la ville sera d'assez belle facture. Mais les Barcelonais pensent surtout à celle qu'il faudra payer. Et ils doutent même de l'achèvement des travaux. Il y a tout un tas de gens qui pensent qu'après août 92, tout va s'arrêter. Pas de construction, pas de crâne, rien. Ça, c'est une idée fausse, évidemment. Je pense que nous pouvons assurer que tout ce qui est vraiment important va être fini. Pas seulement les équipements sportifs, mais aussi les urbanisations et les communications. Suprême consolation, la Sagrada Familia demeure inachevée. Ce n'est donc pas la première fois que Barcelone aura vu grand sans voir la fin de sa folie des grandeurs. Sportive catalane essaye même d'obtenir une représentation autonome aux Jeux Olympiques de 1992. Monsieur Macia Alavedra, vous êtes ministre de l'économie et des finances de Catalogne. Ce genre d'information, ça vous fait réagir positivement ou négativement? D'une façon très neutre, parce que je m'occupe d'économie et de finances plutôt que du sport. Mais malgré tout, en tant que représentant politique de la Catalogne, qui n'est ni une région ni une province comme on l'entend en France, ce sentiment d'autonomie, il est très fort en Catalogne. D'après la Constitution et notre statut d'autonomie, la Catalogne est une nationalité dans l'État espagnol. Alors vous êtes une province, vous acceptez ce nationalité, terme, une nationalité autonome. Et une communauté autonome. Qui est prête à bâtir la future grande Californie européenne avec Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon en France?
Oui, il y a tout un arc-en-ciel qui va du nord de l'Italie jusqu'à Valence et qui semble se développer. C'est la Méditerranée nord-occidentale qui devient une zone émergente. Et évidemment, la Catalogne et Barcelone sont au centre de cet arc-en-ciel et nous misons sur ce futur. Alors, on voit bien ce qu'apporte Toulouse avec l'aérospatiale, on voit bien ce qu'apporte Montpellier avec l'informatique. Que mettez-vous, Catalogne, dans la corbeille? Eh bien, un réseau de petites et moyennes entreprises très dynamiques, d'origine familiale, un équilibre entre tous les secteurs industriels. Et puis dernièrement, beaucoup d'investissements étrangers. Pendant ces 3 dernières années, les investissements étrangers en Catalogne ont été multipliés par 4,6, ce qui est vraiment considérable. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur le chapitre des Jeux Olympiques avec un autre invité, l'un des plus grands romanciers catalans, Manuel Vázquez Montalbán. Les Jeux Olympiques, cela vous inspire quoi? Comment? Les Jeux Olympiques, quelle réaction? C'est la fierté de la Catalogne? Bon, généralement, il y a une grande fierté, mais plus que fierté, il y a un certain espoir de que les Jeux olympiques seront l'occasion pour le développement, pas seulement de Barcelone, le développement en général de la Catalogne. Mais aussi, il y a un certain doute au sens d'attendre pas 1982, attendre 1993 pour voir le bilan, pour pouvoir faire le bilan des Jeux Olympiques. Et comment expliquez-vous cette grande joie qui s'est emparée de la population lorsque l'on a annoncé que les Jeux étaient attribués à Barcelone? C'est la fierté, c'est l'ambition, c'est le renouveau d'une ville? Oui, et c'est surtout l'arrivée dans un moment d'un certain complexe de la cité. Les Jeux Olympiques ont signifié la possibilité d'avoir ce développement que nous avons parlé, parce que signifie la possibilité de créer des travail, la possibilité d'atteindre tous les besoins de développement urbanistique, d'infrastructures de la cité, d'infrastructures générales de communication de la Catalogne, le réseau de communication, et ça signifie la possibilité de réussir ce résultat. Merci messieurs, nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes environ ici en direct à Barcelone. Nous parlerons aussi de l'identité culturelle de cette ville. Tout de suite, Laurence Piquet pour la présentation des titres de l'actualité. Oui Eric, avec le Mondialé d'abord, le continent sud-américain a tremblé cet après-midi devant le petit écran. Duel au soleil entre le Brésil et l'Argentine. Ce soir, un Brésil malheureux, une Argentine triomphante qui remporte le match 1-0 à Turin. Les plus beaux moments de cette rencontre, commentés par Didier Balèze. C'est l'événement, le Brésil en jaune, 3 fois champion du monde, invaincu et favori face à l'Argentine tenante du titre. Dès le début du match, les Brésiliens se créent de nombreuses occasions par Careca ou Branco. Les jaunes asphyxient littéralement l'équipe de Maradona et c'est Branco qui dévie de la tête sur le poteau. Les Carioca dominent les débats grâce à leur collectif impressionnant, même s'il manque parfois le génie. En face, il y a le chef d'orchestre Maradona, mais sans coéquipier hyper performant, si ce n'est Troglio, qui échoue ici face à Tafarel. Mi-temps 0-0. En deuxième période, même physionomie, le Brésil domine mais sans grande réussite. Un centre-tir sur le poteau et dans la continuité, c'est Alemão qui à son tour touche du bois. L'Argentine revient de loin car Goicoechea, le gardien, était bel et bien battu. La chance a choisi son camp. Une demi-heure de jeu, deuxième réaction des Argentins grâce à ce bon tir de Jorge Burruchaga. La troisième opportunité sera la bonne. Maradona accélère, mobilise toute la défense adverse, démarque merveilleusement Caniggia qui ouvre le score. 1-0, qualification. Soirée de deuil à Rio et de délire à Buenos Aires. Deuxième grande rencontre du jour dans quelques instants en direct sur la 3 à 21h, le match RFA contre Pays-Bas. C'est un cauchemar qui n'en finit plus. En Iran, une nouvelle secousse cet après-midi dans le nord du pays, une secousse de magnitude 5,7. Le séisme de jeudi a d'ores et déjà fait 50 000 morts et plus de 200 000 blessés. Le besoin de matériel médical se fait de plus en plus pressant. Christian Mez. La terreur et le désespoir dans les larmes de cette petite fille, quelque part au nord-ouest de Téhéran. Ce regard à lui seul, c'est l'Iran, au 4e jour du plus terrible séisme de son histoire. 50 000 morts recensés pour l'instant, mais sur place on commence à parler de 70 000, des centaines de milliers de blessés et plus encore de sans-abri, et la terre iranienne n'en finit pas de trembler.
Au total, près de 400 secousses depuis jeudi, dont une affichait aujourd'hui 5,7 degrés sur l'échelle de Richter. Sur place pourtant, malgré ces répliques, les secours se mettent en place à un rythme accéléré. Les équipes étrangères en arrivant ont toutes noté l'extraordinaire efficacité avec laquelle les Iraniens ont réagi. C'est que ce séisme est le 12e que subit le pays en 30 ans, l'Iran, à l'expérience de la douleur. Depuis hier, 500 spécialistes étrangers dont 200 Français sont à pied d'œuvre aux côtés des sauveteurs iraniens. Matériel et vivres continuent d'arriver. Mais la violence du séisme et surtout le temps qui passe font craindre aux secouristes de ne trouver que des cadavres. Déjà, dans les dernières zones qu'ils ont atteintes, c'est par villes et villages entiers que l'on enterre les morts, souvent même sans les compter pour prendre de vitesse les risques d'épidémie. Et tandis que les sauveteurs iraniens et étrangers luttent jour et nuit pour sauver encore des vies, certaines fractions dures de l'Iran, qui n'en sont plus à une énormité près, comme le journal République islamique, accusent les États-Unis d'être responsables des dizaines de milliers de morts du séisme. En France, les Champs-Élysées transformés en un immense champ de blé. 25 000 palettes de blé mûr disposées sur la plus belle avenue du monde. Une opération orchestrée par les jeunes agriculteurs du CNJA, face à face aujourd'hui avec des milliers de badauds. Reportage Samuel Costa, Patrick Floimont. L'image est digne d'un tableau surréaliste et le surréalisme fait recette. Près de 500 000 personnes ont assisté cet après-midi à un véritable événement médiatique, un coup de génie et de charme des jeunes agriculteurs français et leurs collègues européens. Pour moi et mes collègues, c'est une journée que nous n'oublierons jamais. Apparemment, le message est bien passé. La preuve, le public, surtout féminin, ne tarit pas d'éloges. Ils vont recommencer l'année prochaine et faire plein de fêtes dans Paris pour que les Français soient gays et se bouffent pas en permanence le nez. Je trouve ça folklorique, je trouve ça amusant, puis en plus, bon, ils manifestent d'une façon élégante. C'est une façon de montrer aux gens qui sortent jamais de Paris ce que ça peut être, la campagne, c'est magnifique. Après les chansons et les démonstrations de battage à l'ancienne, le clou du spectacle sera la moisson ce soir vers 20h30. Une moisson de sympathie, c'est le souhait des jeunes agriculteurs qui ont mis près de 30 millions de francs dans l'opération. Le blé, un enjeu économique important aujourd'hui puisque l'Europe arrive en deuxième position derrière les États-Unis en tant que producteur. Au sein des 12 pays de la CE, la France est d'ailleurs numéro 1 avec 40% de la production. Claude Guénaud. Les agriculteurs français sont fiers de leur performance. À eux seuls, près d'un demi-million de céréaliers réalisent le plus bel excédent de la balance commerciale, devant les Airbus et l'automobile. Ils ont rapporté l'année dernière 38 milliards dans les caisses de la France. Mais de cette performance, il faut retrancher les 8,5 milliards de francs que la CE a versés aux céréaliers français pour leur permettre d'exporter leurs excédents en dehors de la communauté. Sur les 42 millions de tonnes de céréales commercialisées en 88, la France en a exporté 12 millions vers les pays tiers comme l'URSS, la Chine ou l'Afrique du Nord. Pour chaque quintal de blé payé autour de 100 francs aux producteurs, la CE verse une restitution de 50 francs. Une politique onéreuse pour l'Europe verte, mais indispensable pour exporter face à ses concurrents, notamment américains. Entre les grands producteurs mondiaux, c'est la guerre. Conséquence, chaque année, Bruxelles fait baisser méthodiquement les prix garantis afin de réduire le coût des subventions nécessaires pour exporter. En 10 ans, le prix du blé a ainsi baissé de 40% pour les céréaliers qui n'arrivent plus à compenser leurs pertes par une course au rendement. Il y a un siècle, le rendement moyen à l'hectare était de 10 quintaux de blé. Il est passé de 30 quintaux dans les années 60 à 60 quintaux aujourd'hui, avec des pointes à plus de 100 quintaux en Beauce et en Brie. À Perpignan, le policier municipal placé en garde à vue après la mort d'un jeune automobiliste de 19 ans a été déféré devant le parquet cet après-midi. José Mademont, 32 ans, avait tiré, je vous le rappelle, sur le conducteur lors d'une tentative d'interpellation. Olivier Bou, 19 ans, devait décéder quelques secondes plus tard. Justice, l'abbé Jean-Claude Buisson, qui devait comparaître demain devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, s'est donné la mort dans la nuit d'hier. Le prêtre était poursuivi pour avoir détourné de l'argent versé par plus de 200 familles de la région, des sommes destinées à envoyer leurs enfants en voyage aux États-Unis. Le port de Calais, toujours bloqué à quelques jours des vacances d'été. Depuis mardi dernier, les syndicats de marins CGT et CFDT réclament un nouvel aménagement des horaires de travail. Dieppe est paralysé depuis hier. Le point ce soir avec Marc Cantarelli.
Ce matin à Boulogne, on pouvait espérer rejoindre Douvres autrement qu'à la rame. La circulation était encore fluide et l'attente ne dépassait pas 2 heures. Mais après Calais, mardi dernier, c'est le port de Dieppe qui est bloqué depuis hier soir. Trop, c'est trop, et en milieu de journée, Boulogne commençait à saturer. On vient de Paris et on devait repartir à 11h30 de Boulogne. Et là, on part à 12h45. Donc vous allez perdre votre correspondance. Oui. Un plan d'urgence est désormais en place. Le trafic est dévié vers le port belge de Zeebrugge. La Sea Link effectue des rotations constantes avec 3 bâtiments. P&O a rapatrié les 2 ferries de Calais sur Boulogne. Nous avons d'habitude 6 départs par jour et actuellement nous atteignons 24 départs par jour afin de pouvoir embarquer tout le monde qui se présente au port de Boulogne. Ce soir à Boulogne, on craint le pire. De nombreux camions en attente doivent embarquer à partir de 22 heures. Ils viendront s'ajouter aux véhicules de tourisme déjà nombreux. Pour ceux qui ont pu rentrer chez eux ce matin, c'est le bonheur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en France et à l'étranger. Retour tout de suite à Barcelone en compagnie d'Éric Cachat pour cette édition spéciale. Éric, c'est à vous. Merci Laurence Piquet. Barcelone a 2 ans des Jeux Olympiques et cette statue de Christophe Colomb qui est là pour rappeler aussi que dans 2 ans, on fêtera le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Macia Alavedra, Christophe Colomb n'était pas catalan quand même. Écoutez, d'après les livres d'histoire, il était de Gênes, comme vous savez très bien. Mais il y a beaucoup de thèses et beaucoup de théories, non seulement d'historiens catalans, mais d'autres historiens, d'autres pays, qui soutiennent qu'il était catalan ou majorquin, ou certainement juif catalan. Mais enfin, qui sait? En tout cas, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Jean-François Clerc va nous le remontrer. Il indique la voie de cette Europe du Sud qui est à conquérir. Oui, en tout cas, vous savez que Colomb a été au service du roi et de la reine, surtout de la reine de Castille, et ça a été la conquête, la découverte de l'Amérique et ensuite l'implantation en Amérique latine a été de la couronne de Castille. Alors, une conquête déjà pour Barcelone, le titre de centre européen du design. Ici, les écoles de dessin et d'art graphique poussent comme des champignons, mais le design à Barcelone, c'est peut-être surtout la décoration de la moindre boutique, du moindre local, du moindre bar. Comme l'ont constaté Véronique Gorel et Christophe Hérault, à Barcelone, on vient boire, voir et acheter un bar design, portrait d'une star dans ce domaine. Dans une tour immense, étrange et vieille d'un siècle, Alfredo Arribas aménage son dernier bar. Architecte le jour, il est styliste la nuit, ou plutôt styliste de la nuit. Avec sérieux, assiduité, il dessine et décore des lieux qui deviennent le dernier chic de la nuit barcelonaise. Para mí los bares son casi las iglesias de nuestro siglo. Es como Pour moi, les bars sont quasiment les églises de notre époque, des lieux où les gens retrouvent le sens de l'architecture et de la décoration. Ils redécouvrent une part d'eux-mêmes dans ce qui souvent leur avait paru étranger. Dans une Barcelone qui cultive volontiers l'apparence, les designers sont des stars et leurs bars mettent en scène tous les codes de la modernité. Leur existence est éphémère, leur renouvellement frénétique. En quelques mois, le public découvre, peuple, anime, trahit et délaisse ce qui, à coup d'éclairages indirects, de tabourets impossibles, marie le high-tech et le scotch, la vidéo et la bière. Cet art du bar à Barcelone est devenu produit d'exportation. On l'imite, on l'achète, il fait à la fois école et recette. Que des gens viennent d'ailleurs nous voir ou nous copier, que d'une manière ou d'une autre, ils aient envie d'en faire leur profit, qu'ils recueillent un peu le témoignage de ce qui fait la ville de Barcelone aujourd'hui, en matière d'art décoratif, serait plutôt une bonne chose. Barcelone ne sera pas indéfiniment une référence à ce niveau. Après, ce sera le tour d'autres villes. En attendant, Barcelone profite du design comme d'une mode, en sachant qu'elle passera ou se déplacera. Montalban, c'est votre sentiment? C'est une mode le design à Barcelone ou la ville peut conquérir le titre de capitale européenne dans ce domaine aussi? Je ne sais pas si on peut parler de Barcelone comme capitale de design européen. Je pense qu'il y a une grande concurrence avec le design italien.
Mais c'est vrai qu'il y a une grande tradition, surtout de communication entre le design de la Catalogne, de Barcelone, avec l'Europe et avec communication internationale, surtout d'après les années 60. Il y a une grande influence de grands théoriciens de design qui sont venus à Barcelone pour parler, pour communiquer ces idées. Et ça a devenu une grande influence. L'apparition d'une école de design, on peut parler d'une certaine école, très liée aujourd'hui avec toute la culture de la postmodernité, le minimalisme, etc. Alors voilà pour l'avenir de Barcelone, ville qui bouge. Barcelone, ville de tradition, et là je m'adresse davantage aux romanciers, à l'écrivain. Barcelone, la Catalogne, c'est la ville de Dali, c'est la ville de Miro. Cette identité catalane, elle respire, elle vit aujourd'hui dans les manifestations culturelles, littéraires? Oui, Barcelone c'est un peu le pont avec l'Europe, c'est un pont en direction à l'Europe et en direction à l'Espagne. Il a signifié par exemple l'avant-garde des arts plastiques sortis à Barcelone, après on allait à France pour trouver un peu la réaffirmation. Et ça a devenu une tradition, pas seulement aux arts plastiques, par exemple, toutes les influences littéraires de l'Europe, je pense qu'on pénétrait à l'Espagne à travers Barcelone. Je vous remercie, Pierre Bosc, en direct à Perpignan. Comment s'exprime cette idée catalane en France? Effectivement, Eric, entre Perpignan et Barcelone, il existe un vecteur de communication privilégié, un patrimoine commun qui est la langue catalane. Alors ici, il y a des éditeurs qui éditent uniquement en catalan. Il y a un journal Pundiari qui a eu une édition spécifiquement roussillonnaise. Il y a aussi des émissions catalanes à la radio et sur notre chaîne FR3. Mais il y a aussi des écoles maternelles en catalan, la Bressol et Arels, Bressol Berceau, Arels Racine, par fidélité à cette tradition et par ouverture vers l'Europe de demain. On cultive donc le catalan et sachez que 1 millier d'enfants, depuis la création en 68, ont transité par ces écoles maternelles que je vous propose de visiter maintenant. Yeah, bonjour. Hello, good morning. À l'école maternelle La Bressol du hameau de Nils, près de Perpignan, les enfants apprennent 3 langues, le français, le catalan et l'anglais. Du bilinguisme, on est passé depuis peu au trilinguisme. On peut considérer qu'un enfant qui arrive à La Bressol à 2 ans, monolingue francophone, à 4 ans, 4 ans et demi, parle normalement le catalan, et puis ça va aller s'enrichissant. Dans cette école, 35 élèves, une progression constante depuis l'ouverture il y a une dizaine d'années. Alors Barbara, est-ce que tu aimes étudier en catalan? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas une langue comme toutes les autres, et comme ça j'apprendrai une langue de plus. Fidélité à la langue des aïeux et développement des liens économico-culturels avec la Catalogne, telles sont les principales raisons du choix des parents en faveur de la Bressol. Le bilinguisme est une richesse, ce sont 2 cultures. Pour ces jeunes, le catalan est un atout, le témoignage d'une déjà ancienne élève. Comme on vit dans une région où les 2 langues sont plutôt importantes, je crois que quand on est adulte, c'est bien d'avoir 2 langues et de pouvoir parler catalan. Adieu, fins aviat. Voilà, reportage qui se termine un petit peu pour nous parce que nous avons des petits problèmes de son qui se termine donc un petit peu en queue de poisson depuis Perpignan. Merci Pierre Bosc. Une nouvelle invitée à ma gauche, Sandrine Azaïs. En 2 mots, vous êtes étudiante en licence de lettres modernes à Montpellier. Vous souhaitez quitter Montpellier-la-Surdouée pour venir à Barcelone. Pourquoi cette ville vous attire-t-elle plus que Paris, par exemple, pour poursuivre vos études? Parce que je suis fille de gens qui ont été obligés de s'expatrier en quelque sorte puisqu'ils étaient originaires du département des Pyrénées-Orientales pour aller à Paris, et peut-être que nous les enfants on n'a pas forcément envie de refaire le même chemin qu'eux, et Barcelone à ce moment-là est peut-être une chance justement pour ne pas retourner dans le nord mais au contraire se tourner vers le sud et arriver quand même dans une grande métropole. Alors vous me disiez votre problème, vous souhaitez faire vos études à Barcelone, il y a l'arc méditerranéen dont nous parlions tout à l'heure, Toulouse, Montpellier, Barcelone. Il n'y a pas de lien entre les différentes universités? Bien, paradoxalement, c'est peut-être plus facile dans le cadre des programmes montpelliérains à l'université d'aller par exemple à Heidelberg en Allemagne
que d'aller à Barcelone, ce qui est paradoxal puisque Barcelone est quand même plus près. Ah donc rien n'est fait à l'université de Montpellier, rien n'est fait à l'université de Toulouse, on peut le dire, et rien n'est fait à l'université de Barcelone pour vous accueillir. Un dernier mot, vous parlez catalan? Non, justement, alors ça c'est le gros problème parce qu'ici il faut suivre une solide formation puisque le catalan c'est un avantage mais c'est aussi un barrage pour les Français qui voudraient venir justement à Barcelone étudier. Alors peut-être que c'est un problème de formation en France, peut-être que les étudiants n'ont pas toujours le temps d'avoir une formation rigoureuse en catalan et ici elle est indispensable. Merci Sandrine pour ce témoignage. Monsieur Macia, passez devant la caméra, c'est pas grave. Macia Alavedra, le fait de défendre la langue catalane comme vous le faites, est-ce que cela ne vous conduit pas aussi un petit peu à vous enfermer dans un ghetto? Non, pas du tout. Vous voyez ici en Catalogne, beaucoup de gens parlent le français et l'anglais. Évidemment, nous sommes tous bilingues, catalan et castillan. Il y a deux langues officielles en Catalogne, le catalan et le castillan. Tout le monde a le droit de s'exprimer librement dans n'importe laquelle de ces deux langues et tout le monde doit comprendre l'autre quand il s'exprime dans n'importe laquelle de ces deux langues. Merci Monsieur Alavedra pour ce témoignage. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ce soir le thème de la grande soirée FR3 consacrée à la Saint-Jean, soirée proposée par FR3 Midi-Pyrénées et FR3 Languedoc-Roussillon à partir de 20h30, présentée par Izzy Morgenstern et Maryse Bergonza. Nous nous quittons, à bientôt. Très bonne soirée à tous. Siseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siseta, no veus la ciutat